Salut, ici c'est Jean-François de Sentier du Bonheur et ça faisait pas mal de temps que je voulais te faire un petit topo sur la chaleur parce que j'ai fait quelque chose sur la pauvreté en disant que c'est pas parce qu'on est pauvre que nécessairement on n'est pas quelqu'un d'accompli et qu'on est quelqu'un de moins bien, hein. Ça peut arriver, un revers de fortune, un revers d'argent. Et là, j'ai pas mal de monde qui m'a parlé de retraite, qui m'a dit qu'il n'était pas très à l'aise. Et souvent revient aussi le problème du chauffage. Alors je commence à en avoir un peu marre parce que personnellement, mon père était plombier au début quand il a commencé. Moi j'ai fait toute la plomberie de ma maison, bien que n'étant pas plombier. Et en fait, avec mon père, et en fait, je me suis aperçu que bien souvent, les gens ne comprenaient pas ce que c'était qu'un chauffage, et les gens n'étaient pas suffisamment informés et n'avaient pas les billes pour pouvoir faire les choix qui s'imposaient quand ils avaient à justement choisir de se chauffer. Et des choix, quand ils avaient à faire des choix précis. Hein, je m'aperçois que 80% à 90% des gens ne sont pas au point du tout. Alors on va essayer de faire un petit topo qui va en 10 minutes, un quart d'heure, on va dire te dégrossir, hein, le chauffage et t'expliquer clairement pour que tu puisses toi comprendre et pas n'importe quoi. Alors, pourquoi est-ce que c'est utile le chauffage? D'abord, première mésentente, premier sujet de non-compréhension, c'est que le chauffage est important, bien entendu, parce que l'hiver, les températures baissent, et puis parce qu'on a froid, hein. Alors, habituellement, la première erreur qu'on commet, c'est quand on commence à parler de froid, parce que, en fait, on considère que le froid serait une sorte de valeur, une sorte de personne. Et en fait, je vais mettre le micro là parce que je commence à m'énerver un peu. En fait, le froid, c'est une connerie parce que le froid n'existe pas en lui-même, si tu veux. Le froid n'existe pas en lui-même parce que c'est plutôt la non-chaleur qui existe. Donc plutôt que le froid, bien, je vais parler de chaleur, chaleur qui s'en va. Et c'est très important cette notion parce que si tu commences à comprendre ça, tu as déjà fait un gros progrès. Parce que la chaleur qui s'en va, eh bien, tout simplement, ça veut dire que, eh bien, il va falloir prendre des mesures. Alors j'ai l'habitude de prendre comme image, hein, quand j'explique aux gens, l'image de la passoire dans laquelle tu passes tes nouilles, tes pâtes, quand tu fais des pâtes. Alors moi je ne suis pas un expert, je les fais comme une merde, mais ceux qui font des pâtes, globalement tous font à peu près comme moi, hein, mieux, mais ils mettent des pâtes dans la casserole, dans le chinois, dans le petit tamis, et ça coule. L'eau coule et les pâtes restent. Eh bien, pour une maison, c'est un peu pareil ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, je vais effacer et je vais te montrer. Et tu vas avoir en fait la maison qu'il faut représenter. Alors, on va la représenter dans ce sens-là, mais on pourrait la représenter à l'envers. Et vont partir. Alors, si j'avais du rouge, ce serait mieux, hein, ce serait plus photogénique. Mais vont partir la chaleur. Alors si tu regardes sur Internet, tu verras que tu as des abats qui montrent que 27% de la chaleur passe par les toits, 10% ou je sais pas, 11% passe par le sol, ce qu'il en passe par le sol, etc. Et ça c'est très important à comprendre, c'est que le froid n'existe pas, mais c'est le manque de chaleur. Alors tu vas me dire, bah oui, il n'y a qu'à construire une maison BBC. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, BBC, je ne me rappelle plus. BBC, basse consommation, oui sans doute, B, basse consommation. Donc c'est une maison qui va avoir une très très basse consommation et qui va être pour ainsi dire une maison étanche. C'est-à-dire que l'avantage c'est qu'au lieu d'avoir une maison où tu vas avoir besoin sans arrêt de rajouter, hein, pour combler les fuites finalement, hein, c'est un peu comme une fuite, hein, comme si tu avais une fuite. Hein, moi c'est pour ça que je préfère la mettre à l'envers la maison, tu vois, je te la mets à l'envers. Alors c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et là, la maison, elle a des petites fuites. Et une maison qui a des petites fuites, il va falloir lui rajouter moins de chaleur pour que ça reste au même niveau, mettons 18 degrés. Par contre, si tu as une maison qui a des grosses fuites, tu te rends bien compte qu'il va falloir que tu fasses couler plus d'eau, que tu fasses couler plus de chaleur. Et c'est ça qui est important. La première notion qui est importante à comprendre, c'est que la meilleure énergie qu'on peut économiser, c'est celle qu'on ne va pas dépenser. Donc la première chose à laquelle tu dois penser quand tu penses en termes de chauffage, c'est l'isolation. Alors le problème dans notre pays, souvent, c'est qu'on est dans un pays qui n'a pas d'imagination et encore moins d'intelligence. C'est-à-dire que nos dirigeants sont des technocrates, hein, qui ne pensent que par des programmes, on va dire,
intellectualisés et qui ne pensent pas en termes de pratique. Hein. En fait, moi j'aurais été plutôt prêt à dire on va plutôt que de payer des entreprises labellisées qui font plus ou moins leur boulot, hein, parce qu'on a vu la même chose avec les pompes à chaleur et tout, eh bien l'idée ce serait de dire on vous offre l'isolation sous forme de crédit d'impôt, mais par contre, on vient vérifier que c'est bien fait. On vient avant, on vient après. Là, ce qui se passe souvent, c'est ce qui s'est passé avec l'isolation, et c'est pour ça que j'ai peur de t'en parler, c'est qu'il y a eu un effet d'appel d'air comme il y a eu avec les fameuses pompes à chaleur, et avec l'isolation, on s'est retrouvé avec des boîtes, avec des margoulins, qui employaient une ou deux petites secrétaires mignonnes, qui téléphonaient, voire même qui se déplaçaient, qui voyaient des gens d'un certain âge et qui leur faisaient comprendre que ce serait bien qu'ils isolent. Et puis les gens, naïfs et gentils, acceptaient. Et puis ils voyaient arriver après de Roumains ou de Tchèques ou je ne sais pas quoi. Alors j'ai rien contre les Roumains ni les Tchèques, hein, mais des gens, travailleurs émigrés, travailleurs, je ne sais pas comment on dit, détachés, là, qui faisaient le boulot très vite, les pauvres, parce qu'ils n'avaient pas le temps, ils n'étaient même pas de là. Et puis qui faisaient ce que leur patron leur avait dit, et puis souvent c'était de la merde parce qu'ils n'ont pas le temps. Et puis tu te retrouvais à consommer presque plus, et c'est arrivé, je connais plusieurs exemples de gens qui consommaient plus après qu'avant. La différence, c'est qu'ils avaient payé entre-temps. Donc l'isolation, attention, mais c'est la première chose à réfléchir, l'isolation. Pourquoi est-ce que je ne suis pas pour la maison BBC où je ne suis pas super enthousiaste, la maison BBC? Il y a plusieurs raisons. La maison à très basse consommation. La première des raisons, c'est que quand j'ai appelé des gens qui ont des maisons de BBC, enfin des vendeurs, ils m'ont dit on est loin quand même de ce qui est souvent sur les chiffres. Hein, c'est-à-dire que c'est quand même pas... La deuxième raison, c'est parce que souvent les maisons neuves que j'ai vues en BBC n'étaient pas des maisons jolies. Hein, c'était des fenêtres verticales, ça te faisait un truc comme ça souvent, et c'était pas terrible. Donc on va considérer que dans une maison BBC par an, on va dépenser à peu près, parce qu'on dépense quand même un minimum, il y a chauffage il y a tous les instruments de la maison, le matériel de la maison qui chauffe, donc on va dépenser peut-être 500 €, et pour une autre maison plus grande comme chez moi, on va dépenser plus, beaucoup plus. Mais la solution BBC n'est pas la solution forcément idéale, parce que de toute façon, tu vas déjà payer 20% de plus en achetant une maison particulière. Hein, je vérifie que j'ai assez de bandes. Donc voilà, donc l'isolation, une fois que tu as fait ton isolation, on en reparlera, une fois que ton isolation est faite, il faut réfléchir à l'apport d'énergie. Hein. Et ce qui est très important, c'est de bien te dire que, en fait, comme une bouteille qui se viderait, encore un petit robinet en bas, eh bien, il va falloir que tu injectes de l'énergie. Alors, une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir prévoir assez facilement combien tu vas injecter d'énergie. La deuxième nouvelle, c'est que plus il va faire froid, bien entendu, plus tu vas devoir injecter de chaleur. Alors, nous ici, en Normandie, j'ai trouvé un truc assez simple, tu peux aller voir sur les calendriers, tout ça. J'ai trouvé un truc assez simple, c'est que nous, notre saison de chauffe, elle commence en octobre, en 1er octobre. Alors, en gros, elle dure 7 mois, donc on a octobre, novembre, décembre. Après, on a janvier, fin janvier, on a février, mars, et avril. Alors, et mai. Et tu vois ici qu'en fait, la saison de chauffe, elle dure chez nous, et c'est à peu près comme ça partout, elle dure 3 mois et demi. Hein, ça c'est intéressant parce que c'est des trucs que j'ai mis du temps à réfléchir et donc souvent ça fait ça. C'est-à-dire que tu as la quantité d'énergie que tu vas dépenser qui est en gros comme ça. Tu vas me dire, il est un peu cinglé, il commence à faire des abacs, des machins. Non, c'est tout simple. C'est tout simple, c'est-à-dire que là, tu as la moitié de l'énergie que tu dépenses dans l'année, et là, tu as la moitié de l'énergie que tu dépenses dans l'année. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire tout simplement que si tu démarres au 1er octobre et que tu finis en 1er mai, hein, eh bien tu vas avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et vers le 15 janvier, actuellement à peu près, tu vas avoir ton maximum de froid. Alors tout ça, c'est du théorique, hein, c'est-à-dire qu'au milieu janvier, tu peux avoir un temps de mars, ou avril, et puis avril, tu peux avoir un froid, etc. Mais globalement, dans l'année, tu vas pouvoir considérer ça, tu vas pouvoir travailler là-dessus. Donc ça veut dire globalement que tu vas pouvoir savoir d'une année sur l'autre combien tu consommes.
Moi, par exemple, je sais que dans une année moyenne, je fais 900, 800, 900 litres de fuel avec la production d'eau chaude. Hein, alors tu comptes 1 litre de production d'eau chaude par jour, ça fait 210 jours, hein, 7 fois 3, 21, donc tu es à peu près 700 litres pour le chauffage. 700 litres pour le chauffage, d'accord? Ça veut dire, alors c'est pas une moyenne, pourquoi? Parce que la moyenne est de 100 litres par mois, mais tu fais pas 100 litres, parce que les premiers jours que tu commences à chauffer en octobre, tu fais peut-être 1 litre par jour, ça fait 30 litres par mois, et puis ces jours-là, tu es beaucoup plus. Donc ça ferait quelque chose qui ressemble à ça. Alors pourquoi est-ce que c'est important de travailler là-dessus? Et pourquoi est-ce que c'est important de savoir ça? Tout simplement parce que ça va te permettre de déterminer quel type de chauffage et quel type de chaudière il te faut. Et là, concernant ça, il y a souvent des gens, j'ai une lampe qui fait un bruit, il y a souvent des gens qui font des conneries et qui choisissent mal leur type de chauffage. Donc, ce que je veux te dire, il faut bien réfléchir, c'est qu'il faut que tu sois conscient que tu vas devoir apporter une certaine quantité d'énergie qui ne va pas être la même du début de la période de chauffe à la fin de la période de chauffe. Hein, parce que si ça se trouve, tu vois, quand tu fais... Alors comment tu fais? Moi je les ai modélisés sur Excel, j'essaierai de te les passer sur tableau Excel, mais ça n'a pas d'importance. Tu prends la moitié 105 jours, tu prends un tableau Excel et tu t'arranges, si c'est 700 litres, tu t'arranges pour faire 350 litres là, hein, pour que ça fasse 350, sachant que chaque jour, tu rajoutes un tout petit peu dans la cellule, toc, 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 qu'à la fin, 105 avec un petit ajout, eh bien, tu as 350 litres pile. Et donc, ça va te donner en gros comment ça va t'informer et te dire comment se passe la chauffe. Et c'est tout à fait, tu verras qu'en tout cas en Normandie, c'est tout à fait ce qui se passe. C'est-à-dire que le maximum de froid est à peu près là, et ici on a le zéro à peu près, on a le zéro là. Alors, je ne parle pas du vent parce que le vent est un phénomène perturbant. J'ai souvent voulu essayer de régler ce problème, mais c'était compliqué. Mais en revanche, ici, tu as vraiment un abac qui est clair et simple et qui va te permettre de calculer et de suivre ta consommation dans le mois et dans l'année. Alors, comment tu vas faire? Moi qui suis par exemple en fuel, mais ça peut se faire en électricité, eh bien tu vas tout simplement aller voir ta cuve. Hein. Moi j'ai une cuve, elle a une forme un peu bizarre, elle a une forme comme ça, puis au milieu il y a un rectangle, un carré de renfort, c'est vide ça. Et là en fait la cuve, quand le livreur arrive, il me la met là l'été parce qu'il la met jamais à fond, et puis elle va baisser au fur et à mesure. Alors, bien entendu, tu connais les règles de 3, on va mettre ça entre parenthèses, on va imaginer qu'on lisse, et on va dire que la mienne a fait 120 de hauteur, 120 cm, et elle fait 1000 litres. Donc ça veut dire que j'ai 8 litres au centimètre. Et je peux te dire par exemple que, le 1er décembre, quand je suis allé la voir, j'avais pris 14,5 cm. Hein, puisque j'avais commencé, c'était exceptionnel le 1er novembre cette année. Et donc j'avais à peu près 120 litres, en gros. 8 x 1, 8 x 4, 32, ouais 120 litres. Et puis après, quand j'y suis allé, j'étais à 32,5, début de l'année. Donc ça veut dire que j'avais consommé la différence. Hein, je fais une règle de 3 et ça descend. Et donc je vais pouvoir surveiller, et ça va permettre de vérifier aussi que je ne perds pas d'énergie, que je ne perds pas de fuel, par exemple, parce que je vais regarder. Alors comment est-ce que tu peux faire? Moi je te conseille d'y aller tous les mois, regarder ta citerne. Il y a aussi des jauges qui peuvent te permettre de voir ça. Et donc tu vas t'apercevoir que tu consommes de l'énergie. Alors comment? Tu vas me dire, oui mais ça sert à quoi ton truc? C'est très simple. Ça sert à savoir combien on consomme et si la consommation qu'on a est bonne. Alors tu vas me dire, oui, mais comment je peux savoir? Alors il existe quelque chose de très intéressant qui s'appelle les DJU, alors les différences jours unifiés. Les DJU, c'est quelque chose qu'ont mis au point alors je vais peut-être te dire une connerie, mais les chauffagistes, partant du principe que la température doit être de 18 degrés, ils ont calculé chaque jour la différence que faisait en degrés, 18 degrés avec la température habituelle. Alors par exemple, si aujourd'hui il fait 10, eh bien 18 moins 10, ça fait moins 8. Ça fait 8. Si demain il fait 0, eh bien 18 moins 0, ça fait 18. Et ils ont additionné tout ça. Et en fait, plus tu vas avoir un DJU par mois, qui va être 30 fois un DJU de jour, grand, et plus
tu vas avoir du froid. Et moins le DJU va être grand, et moins ça va être froid. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas pouvoir faire des calculs, et tu vas pouvoir tracer janvier, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Alors tu vas me dire, logiquement, le DJU, l'été devrait être 0. Non, pourquoi? Parce que la moyenne de l'été, parfois, elle est encore froide. C'est-à-dire qu'en été, il fait encore froid. Mais ce qui se passe, c'est que tu peux bien avoir, par exemple en juin, tu peux bien avoir un DJU de, je sais pas, 40, mais c'est négligeable. Parce que dans ta maison, il y a plein d'appareils qui travaillent, il y a la machine à laver, il y a le chauffe-eau électrique, par exemple, tu as les fours, tout ça. Toi-même, tu fais 50 watts en équivalent puissance, en permanence, et donc tu vas chauffer ta maison. Donc en gros, au-dessous de 13-14, tu n'as pas besoin de chauffage dans ta maison. Plus ta maison est performante et moins tu as besoin. Mais tu vas t'apercevoir de quelque chose qui ressemble à ça. Alors je vais te le faire à l'œil, on va voir. Je change la bobine. Alors voilà, là, tu vois, je suis parti chercher ma liste. Alors, il faut savoir que les DJU par mois et par année ne vont pas être les mêmes, bien entendu, si tu habites Bordeaux, que si tu habites chez nous, que si tu habites le nord ou l'est. En gros, dans l'est de la France, climat continental, il fait chaud l'été et il fait froid l'hiver, ou en montagne. Et en gros, ici en Normandie, c'est plutôt doux. Mais en gros, encore une fois, tu vas t'apercevoir que tu vas avoir un DJU normand dans l'année. Je suis en train de m'emmerder avec mon micro qui est en train de passer par le mauvais côté. Tu vas t'apercevoir que tu vas avoir un DJU dans l'année chez nous en Normandie qui va être en gros de 2400. Alors tu peux me dire, le DJU par an, il est de 2400. Alors tu vas me dire, oui, mais en 2017, il était de 2428. Oui, c'est vrai. En 2015, il était de 2016, 2621. Oui, mais en gros, c'est 2400. Bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros que toi, tu vas pouvoir voir si ta consommation correspond au froid finalement. Le vent, c'est compliqué parce que le vent, c'est vrai qu'un jour de vent, ça refroidit plus ta maison, mais globalement, c'est lissé. Alors c'est comme ça que j'ai pu voir que par exemple en octobre, en moyenne, chez moi, c'était de 160 le DJU. Donc il y a en gros, divisé par 30, 3 fois 5, 15, on est à 15 degrés de moyenne. En octobre, après, en novembre, tu es à 293, donc 300 en gros. Après, en décembre, tu es à 324. En janvier, tu es à 400. En février, tu es à 300 encore. Et en mai, tu es en février. En mars, tu es à 300. Alors, c'était particulier, c'était une année en 21. Et en avril, tu es à 321. Alors, en mai, ça peut être un peu froid, mais je ne le compte pas. Alors, tu es à 3 et 3, 6 et 3, 9. Et 4, 9 et 4, 13. 13 et 3, 16. Et 3, 16 et 3, 19. Tu es à 2100. Tu vois, le reste, c'est rien, c'est presque négligeable. Donc, en tout, là, tu es en très gros, tu es à 2100. Et ce qui est magique, si tu veux, avec ton histoire, tu vas me dire, les DJU, je les trouve où? Alors la bonne nouvelle, parce que je te donne une bonne nouvelle encore, c'est que les DJU, tu vas les trouver sur Météo France, tu vas trouver ça sur le site. Moi, c'est quand tu tapes Carpiquet, je te ferai peut-être une vidéo pour ça. Tu tapes Carpiquet Météo et tu vas voir que, en fait, statistiques de l'année, il y a un site qui est très bien fait qui s'appelle Climat France que je vais essayer de mettre en lien, qui demande qu'on les aide aussi parce qu'ils travaillent là-dessus, qui te donne les DJU par an. Mais avec ça, si tu veux, ça va être super, parce qu'une fois que tu vas avoir ça, par proportionnalité, tu vas savoir combien tu vas consommer par mois, parce que 210, tu vois, si je fais des grosses approximations, alors ici, j'ai dit qu'on était à combien? J'ai dit 2100, je dis des bêtises, 2100, 2100 à peu près. Ça veut dire qu'il y a 300 pour les autres mois qui sont négligeables. Ça veut dire que si j'ai 2100 pour combien? 7, ça tombe parfaitement pour 700 litres. Ça veut dire que je vais diviser par 3 les DJU pour obtenir les litres que je vais consommer. Donc ça va très vite. Moi, je prends un stylo
et j'écris. Hein, en octobre, je vais donc consommer 50 litres. Hein. Je divise par 3. Ici, je vais consommer 100. Ici, je vais consommer 100. Alors, 100, je sais pas quoi, 108, hein, 110. Ici, je vais consommer 130, 5, admettons. Ici, je vais consommer 100. Ici, je vais consommer 100. Et ici, je vais encore consommer 100. Alors, tu vas me dire, bah oui, mais c'est 100, 100, 100. Oui, mais ça dépend des années. Hein. Tu as des années à la con où c'est mal réparti. Parfois, ça pourrait être plus l'un ou plus l'autre. Mais tu vois quand même que quand tu regardes ici, tu as une montée 50, 100, 110, 135, 100, 100, 100. Ici, en février, c'était anormalement doux. Mars et tout, ça a continué, mais c'était moins doux ici, plus doux ici et moins doux ici. Mais tu vois, tu as une forme qui correspond à ce que je disais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au cours de l'année, tu vas pouvoir, mois par mois, suivre tes consommations et vérifier si tu as la bonne consommation avec les DJU. Et ça, c'est un truc que l'État, que les collectivités te fournissent. Hein. C'est ce dont les plombiers se servent. Alors, une autre chose qu'il y a à connaître en matière de chauffage, je vérifie toujours les bobines, c'est que, en gros, pour passer d'un degré à l'autre à partir de 17-18, tu vas être obligé de monter de 7%. Hein, c'est beaucoup, hein, c'est énorme. Hein, c'est-à-dire que, d'après ce qu'on dit, si tu veux passer de par exemple 17 degrés dans ta maison à 18 degrés, tu vas augmenter de 7%. Ça veut dire que ça va faire beaucoup parce que si tu veux passer à 19, tu vas augmenter encore 7% de ça. Donc ça fait des pourcents composés un peu comme à la banque et ça commence à faire beaucoup. Donc il faut quand même faire attention. C'est pourquoi l'État a recommandé 19, 18 dans les pièces. Alors tu peux te renseigner sur beaucoup de choses là-dessus et je voulais te faire un petit topo sur les modes de chauffage. Hein. Alors, et je voulais te faire un topo sur certaines choses que je te recommande d'éviter. Alors, la première chose que je te recommande d'éviter, c'est le Zibro. Alors, peut-être que j'espère que je ne vais pas avoir Zibro, je crois que ça s'appelle comme ça, de brosser, mais je suis désolé. Un jour, j'ai un ami qui m'a dit « Ah, c'est super, ça chauffe la pièce ». Ouais, mais seulement, moi je te dis franchement, je ne le ferai pas chez moi, alors je te conseille de ne pas le faire, pour une raison simple, c'est que c'est vrai que tu ne vas pas perdre d'énergie. Hein. Toute l'énergie que tu utilises pour faire chauffer, cette énergie reste dans la pièce. Le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, quand tu vas faire ça, eh bien, cette énergie-là reste dans la pièce, mais par contre, d'après moi, c'est pas sain. C'est pas sain. Donc moi, je ne te conseille pas. Donc on va prendre les modes de chauffage en revue. Hein. Donc le Zibro, je te le barre. Hein, le Zibro, je te le barre. L'électrique, hein, c'est quelque chose qui peut être bien. Ils t'ont dit qu'il y a des nouveaux radiateurs à technologie, ce que tu veux. L'électrique, il est quand même relativement cher, d'autant plus que l'électricité a pris 20% cette année. Hein. Et donc, finalement, apporter ça en électricité, c'est cher. Hein. C'est cher, c'est relativement cher, c'est pratique, c'est-à-dire que tu n'as pas à t'embêter, mais moi je ne suis pas trop pour. Le gaz, le gaz, ça dépend, il faut une bonbonne, c'est pas donné, mais c'est pas mal. Tu as la chaudière à condensation, mais qui marche avec des systèmes de retour assez froid. Donc le gaz, pourquoi pas. Hein. Moi, l'électrique, je le mets de côté. Pour une maison assez grosse, hein, comme la mienne par exemple. Le gaz, je dirais pourquoi pas. Hein. Chaudière à condensation, si on arrive à faire fonctionner ça. Le fioul, pour moi, n'est pas mort, même si c'est pas écologique. Hein. Pourquoi? Parce que finalement, c'est une chaudière simple, hein, même si tu peux avoir une condensation à fioul, et somme toute, quand le brûleur fonctionne, etc., il n'y a pas de problème si tu es bricoleur. Donc je te dirais que le gaz, moi je mettrais un plus, le fioul, je mettrais un plus, l'électrique, je mettrais un petit moins. Le Zibro, je mettrais je la barre. Hein. Le poêle à bois, alors ça peut être intéressant, mais il faut le chauffer, il faut l'alimenter. Et puis le problème aussi du poêle à bois, c'est que si c'est des granulés ou des petits qui viennent d'arbres qu'on a bousillés, parce que je ne sais pas si tu as vu l'émission d'Hugo Clément où il disait que certains bois étaient labellisés pour pouvoir apporter de la chaleur à la maison, et en fait c'était une connerie parce que c'est une escroquerie.
Donc le bois, point d'interrogation, hein, parce que si c'est pour abattre les haies, comme ça se fait chez nous, pour faire du bois, pas d'accord. Donc, je pose la question, hein, d'autant plus qu'à Paris, le bois est interdit. Hein. Et il y en avait un auquel je voulais m'attaquer, c'était la pompe à chaleur. La pompe à chaleur. Alors, pourquoi est-ce que la pompe à chaleur est intéressante? Ben, je vais te dire pourquoi, tout simplement. C'est parce que quand tu as une pompe à chaleur, en fait, en très gros, tu vas dépenser en électricité un tiers de ce que tu vas recevoir. C'est littéralement une pompe à chaleur, C'est-à-dire que c'est un engin qui va pomper la chaleur hein, et qui va la renvoyer. Alors tu vas me dire, bah ouais, bah c'est super, parce que dans ma maison, je vais installer une pompe à chaleur, donc je vais dépenser le tiers, et en plus, c'est aidé par l'État. Alors, concernant l'isolation et concernant la pompe à chaleur, il s'est passé la même connerie avec l'État qui s'était passé malheureusement avec le reste, c'est-à-dire avec l'isolation, c'est-à-dire qu'il y a eu un effet d'aubaine et que n'importe qui a installé n'importe quoi à n'importe qui. Alors, tu t'es retrouvé encore une fois avec des vendeurs, des bons vendeurs très forts, des petites vendeuses bien sympas, bien mignonnes, qui te vendaient un matériel, et puis après, tu t'apercevais que la pompe à chaleur, c'était pas si rentable que ça. Et moi, j'ai plusieurs personnes que je connais qui ont carrément enlevé leur pompe à chaleur pour faire installer ou des granulés, ou du gaz, ou autre chose, parce qu'ils n'en étaient pas contents. Alors, on va essayer de voir très rapidement pourquoi est-ce qu'ils n'en étaient pas contents, et quelles étaient les limites de tout ça. Alors, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que je te rappelle que cette année, l'électricité a augmenté de 20%, hein, pratiquement au début. Là, hein, donc ça en fout un coup derrière les étiquettes. La deuxième chose qu'il faut que tu saches, c'est qu'il existe plusieurs types de pompes à chaleur. Et en général, on a vendu un peu n'importe quoi. Le premier type, le type royal, donc on va lui mettre une petite couronne, c'est la géothermie. Alors c'est un terme impropre, parce que ce n'est pas vraiment de la géothermie, ça s'appellerait plutôt du géosolaire, mais disons qu'il va utiliser la Terre comme un accumulateur de chaleur et qui va prendre la chaleur qui est dans le reste de l'année dans la Terre pour s'en servir. Alors ça, c'est un système assez complexe hein, qui demande d'aller avec une pelleteuse creuser et faire des trous. Les trous verticaux, c'est assez rare, faire des nappes, hein, qui prend à peu près la surface de la maison et qui demande une grosse pelleteuse. Donc déjà techniquement à mettre en œuvre, hein, tu as la maison là, tu as la système de géothermie, hop, et c'est des serpentins qui se promènent. Alors ça vaut 30 000 euros. Hein, 30 000 euros. Alors on va te dire, oui, vous en dépensez la moitié et tout, mais t'imagines déjà dépenser 30 000 euros dans ton truc. Alors cette partie-là, elle est pérenne, mais il faut te dire que ta pompe à chaleur, tu vas la changer tous les 20 ans. Et ta pompe à chaleur, elle coûte 10 000 euros, d'accord? À peu près, hein, sans compter les révisions. Mais par contre, ça c'est un système qui est pas mal. Mais si tu comptes 10 000 euros tous les 20 ans, ça te fait déjà 500 euros par an de frais pour la pompe. D'accord? Et là, tu n'es pas à l'électricité, hein, parce qu'en électricité, tu vas te tirer 400 euros d'électricité. Ça, c'est la pompe. Ça, c'est l'électricité. Tu peux faire le... Voilà. Et puis, si tu as des petites révisions et des machins, tu peux bien te tirer pour 100 francs, 100 euros. Donc, tu es minimum à 1000 euros par an avec la pompe à chaleur. Ça, c'est la plus économique. Après, tu as d'autres systèmes. Tu as les pompes à chaleur qui sont en aérothermie. Alors, c'est des grosses machines, encore une fois, mais ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, ces pompes à chaleur-là, c'est quand même par définition des usines à gaz, et que ces pompes à chaleur en aérothermie, je dirais, tu la changes tous les 12 ans. Et encore une fois, tu vas avoir l'électricité à payer, puisque tu vas payer au moins 400 euros, 500 euros plutôt d'électricité, plus ta machine tous les 12 ans qui vaut 10 000 euros hein, quand même. Hein. Ça fait 800 euros par an. Plus tes 100 euros de révision. T'es à 5 et 3, 8, 8 et 5, 13 et 1, 14. T'es à 1400 euros par mois. Par an. Si tu regardes le fuel en comparaison hein, jusque-là à une époque, bien sûr, tu vas dépenser peut-être pour la même capacité, tu vas peut-être dépenser 1000 euros de fuel, mais tu vois que les sommes sont à peu près les mêmes. Donc,
la pompe à chaleur n'est pas une super économie, hein, je t'assure, renseigne-toi. Bon, si tu en as, tu es peut-être content. J'ai vu des exemples qui fonctionnaient pas mal, mais il faut vraiment te faire, si tu te fais accompagner pour mettre une pompe, mets une pompe à chaleur correcte et puis essaie vraiment de faire un bon calcul. Hein, parce que je te dis, va voir, déplace-toi chez les clients qu'il y a de ce monsieur, des installateurs, et puis va voir ce que ça donne. Parce que souvent, j'ai vu beaucoup de monde se faire avoir, et surtout par l'entretien. Parce que je te jure, ce qui se passe dans les pompes à chaleur qui sont mal adaptées, c'est que parfois tu as des pompes à chaleur aérothermiques qui en fait sont faites de telle manière qu'elle a besoin d'inverser ses cycles pour pouvoir envoyer de l'eau chaude dans les circuits pour pouvoir dégivrer la partie les ailettes qui sont dehors. Ce qui fait que ça pompe beaucoup d'énergie. En plus, c'est des mouvements, parce que plus une machine a de mouvement et moins elle est sûre. Et là, tu te retrouves finalement avec un engin qui va te coûter cher. En revanche, puisqu'on est sur le chauffage, et puis je devais te parler comme ça de manière informelle et t'aider un peu, eh bien, tu as un chauffage qui est super intéressant. C'est pas un chauffage qui pourrait être intéressant, c'est le chauffage solaire. Hein. Il y avait un superbe site, mais qui est devenu nul parce l'équipe a changé, qui s'appelle Aper Solaire, qui a fourni un superbe travail aux éditions Erol, sur le chauffage solaire et le chauffe-eau solaire. Et il y a quelque chose qui est très intéressant pour toi, et je ne te vends pas de chauffe-eau solaire, mais je pense que c'est bien, c'est le chauffe-eau solaire. Chauffe-eau solaire. Et ça, pourquoi est-ce que c'est bien d'après moi? Parce que il y a des subventions pour faire ça. Il te faut à peu près 4 mètres carrés de chauffe-eau solaire. Et toute l'année, eh bien, tu vas pouvoir chauffer, te fournir à peu près la moitié de tes besoins en chauffe-eau solaire. Hein. Alors si tu comptes que tu consommes, admettons, 6 kWh par jour pour chauffer ton ballon d'eau chaude, parce que si tu as une famille et que vous êtes 3-4, eh bien 6 kWh par jour, 6 kWh multiplié par 300, 6 x 3, 18, ça fait à peu près 2000 kWh. Ça veut dire qu'avec un chauffe-eau solaire, tu vas économiser au bas mot 1000 kWh par an. Hein. Alors, comme un chauffe-eau solaire, ça vaut peut-être, je ne sais pas, ça vaut peut-être 3000 € à peu près. Si tu l'installes toi-même ou si tu te débrouilles, 2-3 000 € si tu le bricoles toi-même, parce que moi, malheureusement, je suis en face d'une église, on est classé, c'est pas possible de le faire, et que tu achètes le matériel toi-même, tu bricoles un peu, tu peux te faire un truc. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas faire des énormes économies, mais ce qui est sympa, c'est d'une part que quand tu prendras ta douche, tu auras le solaire, tu vas prendre ta douche solaire. Et puis d'autre part, eh bien, c'est un bon moyen d'investir de l'argent parce que tu es sûr que sur 20 ans, c'est de l'argent qui ne perdra pas. Hein. Et puis ça, c'est presque éternel si tu te débrouilles pour bien les gérer, si tu te débrouilles bien. Donc moi, pour résumer tout, j'ai essayé de te faire un petit bilan sur 2 bobines de vidéos sur ce que c'est que le chauffage d'une maison. Il y a beaucoup à parler, Si tu as des questions, tu peux me les envoyer, je ne suis pas Dieu le Père. Il faut savoir aussi que le système de renvoi style chauffage central est intéressant avec des gros radiateurs, comme celui-là, qui n'est pas très photogénique, mais que tu peux voir là, tu vois là, celui qui est là, de fonte. Mais il peut être intéressant aussi avec le plancher chauffant. Les planchers chauffants qui sont plus ou moins bien suivant qu'on est un partisan ou pas. Voilà, j'espère que ce petit topo sur le chauffage va pouvoir t'aider, va pouvoir te poser des questions. Tu peux toujours me poser des questions. Je ne suis pas Dieu le Père, je ne sais pas tout, mais j'ai suffisamment baroudé, j'ai suffisamment bricolé pour pouvoir te répondre à certaines choses et puis pouvoir te donner certains tuyaux. Je pense que sur Internet, il y a énormément de tutos, mais fais gaffe de ne pas te faire avoir sur un système de chauffage parce qu'on passe notre temps à voir des gens, je ne suis pas professionnel du chauffage, mais qui se font avoir et qui changent de système de chauffage tous les 3, 4, 5 ans. Alors ça finit par coûter cher. Je te souhaite une bonne journée et puis va fouiller dans les vidéos de la chaîne, tu trouveras sans doute quelque chose pour t'intéresser. Salut!